tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Tu votes aux européennes? Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui parle explicitement de politique, puisqu'on va parler de la gauche, de l'extrême droite, et tout ça dans le contexte des élections européennes. Je vais pas vous mentir, l'idée que je me suis faite de cet épisode, elle est assez militante. Et je pense que, même si tous mes épisodes sont engagés à leur manière, celui-là, il répond à un timing bien précis. Avec les élections européennes qui approchent, j'avais envie de vous parler de ma vision, peut-être un peu naïve de la gauche, du danger que me paraît représenter l'extrême droite, et de vous rappeler que vous pouvez aller voter. Commençons par la gauche. Selon l'édition actuelle du dictionnaire de l'Académie française, la gauche, c'est tout simplement l'ensemble des parlementaires qui siègent du côté de la main gauche du président. Par extension, c'est un groupe attaché à la tradition radicale, socialiste ou révolutionnaire. Et c'est vrai que, dans mon imaginaire, la gauche, elle est radicale et elle remet constamment en question le sens commun. En d'autres mots, elle remet en cause toutes ces normes établies qui paraissent être universelles et entre guillemets naturelles. Pourquoi ? Parce que, selon moi, la gauche, elle s'informe. La gauche, ces penseuses et théoriciennes, elle produit des connaissances. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut constamment tout faire passer par la science ou les sciences comme vous préférez. Non, pour moi, il faut trouver le juste milieu entre l'échelle personnelle, donc les ressentis des individus, et la recherche. Parce qu'en fait, la recherche, elle permet de comprendre les ressentis de ces mêmes individus. Elle aide à comprendre le réel. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est importante. C'est pour ça qu'il faut écouter et prendre en compte les recommandations des chercheuses. Et pour moi, la gauche, c'est le seul mouvement de pensée à faire ça. Certaines diront peut-être que l'extrême droite a ses chercheuses. Ok. Je répondrai d'où viennent ces chercheuses. Quels sont leurs lieux de formation? Sur quelles autres penseuses s'appuient-elles? Je pense que ces questions, elles sont essentielles car elles permettent de différencier chercheuses, penseuses, lobbyistes, politiciennes. Bref, tout ça pour dire que cette manière d'utiliser la science et l'information, pour moi, c'est super important. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me dérange pas tellement les différences qui soi-disant fracturent la gauche. Pour moi, il est franchement impossible d'être des pros dans tous les domaines, de tout connaître. On apprend toujours les uns des autres, et c'est ok. Et je pense que au sein de la gauche, certaines ont davantage de connaissances en, en sociologie urbaine, d'autres en comportement politique ou en macroéconomie, et d'autres encore en droit des relations internationales. Vraiment, j'ai dit les premières choses qui me sont passées par la tête, mais en gros, vous avez l'idée. Après, j'avoue que quand je parle de différences, tout dépend les différences. Pour moi, valeurs et buts doivent être partagés. Pour moi, la gauche doit notamment vouloir l'anéantissement du système capitaliste et doit activement lutter contre toutes les formes de discrimination. Toutefois, les manières de procéder peuvent parfois être hétérogènes, selon les parcours. Et ça, pour moi, c'est complètement ok. Tout dépend du point de vue que l'on prend et des connaissances que l'on possède. Dans un entretien avec Gilles Candard, historien français spécialiste notamment des gauches françaises, accordé à Benoît Vieux-Léger et publié en 2022 dans Revue Projet, le chercheur, il explique que, par exemple, la gauche française, elle a toujours eu des avis divergents sur les sujets internationaux. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ce ne sont pas des sujets sur lesquels la gauche, elle se structure spontanément. Gilles Candard, il explique également que cette idée de deux gauches irréconciliables, c'est surtout un outil médiatique et politique. Il rappelle que l'histoire de la gauche française, c'est un mélange constant d'opposition et de convergence. Pour lui, comme pour moi du coup, les contradictions n'empêchent pas les moments de rencontre. Il ajoute, parce que l'entretien y portait sur la NUPES, qu'une coalition,
même si la rencontre entre les parties peut avoir été difficile, elle engendre souvent un bilan rarement négligeable. En gros, tout le monde a intérêt à l'union. Il dit aussi que le principe même d'une coalition, c'est d'être provisoire et bancal. Pour finir, l'historien rappelle que, malgré les scores faibles de leurs partis respectifs, le socialisme et le communisme ont grandement influencé et continuent d'impacter la culture de la gauche française qui porte en elle une bonne partie de ses références. Bref, tout ça pour dire que je pense pas que toutes ces différences, elles menacent l'unité de la gauche. Enfin, actuellement si, à cause des enjeux de pouvoir, et tout ça j'y reviendrai plus tard. Parce que mon point ici, il est super basique. C'est qu'on est tous et toutes différentes, et que pour s'entendre, pour s'unir, il faut communiquer. J'ai l'impression de donner des conseils amoureux, mais franchement, la communication et l'écoute, c'est le b.a.-ba. Enfin, surtout en politique. En fait, je comprends pas comment tu peux prétendre représenter des gens si tu n'écoutes que toi. Pour conclure cette partie sur la gauche, je pense que c'est important de rappeler qu'en soi, la gauche, c'est pas un parti. C'est plutôt un mouvement d'idées, de pensée, avec beaucoup de courants. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des distinctions. Parce que certaines se revendiquent de l'écoféminisme, d'autres du marxisme ou encore de l'anarchisme. Du coup, forcément, ces personnes, elles voient les choses à partir de prismes différents. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Encore une fois, en communiquant, je pense que ça serait vraiment super instructif de partager les connaissances. Mais j'ai l'impression que l'un des problèmes que rencontre la gauche, c'est qu'une partie d'entre elles, et là je parle pas de parti politique mais plutôt de personnalité, une partie donc fait franchement ce que j'appellerais de la politique politicienne. C'est-à-dire qu'elle préfère décrédibiliser les autres pour se montrer acceptable, comme la seule gauche possible. Elle préfère accepter cette croyance politique et médiatique de deux gauches irréconciliables plutôt que d'échanger avec les autres politiciennes de gauche. Et je pense que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a d'autres problèmes au sein de ce gros bloc de gauche, mais c'est pas spécialement le sujet de l'épisode, sinon je l'aurais appelé les problèmes de la gauche ou quelque chose comme ça. Toutefois, c'est important de reconnaître les problèmes, d'en parler pour essayer de les dépasser. Et c'est pour ça que j'avais quand même envie d'avoir vos avis sur la question. Pour vous, quels sont les problèmes de la gauche ? En fait, déjà, je pense que le premier problème, ça vient vachement de la représentation des médias en France. Enfin, de la gauche par les médias. Je trouve que déjà, il y a une espèce de diabolisation de la gauche qui est très logique, en fait, parce que la plupart des médias sont détenus par la droite ou l'extrême droite. Je pense que le problème de la gauche, c'est qu'il y a trop de mini-sections, mini-mouvements, au lieu d'avoir un gros mouvement. Bon, forcément, il y a la pluralité d'opinions, la pluralité de partis, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est aussi ce qui nuit, parce que du coup, on préfère peut-être voter pour des trucs plus précis que pour un mouvement général. Aussi, je pense que la gauche, elle est responsable de certains de ces problèmes, dans le sens où, des fois, il y a quand même une vraie reproduction des oppressions, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une remise en question, il y a une espèce d'immunité, parce que genre, ça y est, t'es de gauche, donc quoi qu'il arrive, c'est pas grave, si t'as frappé une meuf, on te pardonne. Quoi, t'as giflé ta femme ? Bah tant pis, reviens à la fille. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Avant de continuer sur les élections européennes de 2024, je vous propose qu'on fasse un point sur l'Union européenne. Ce sera assez rapide, je vais pas vraiment décortiquer l'Union européenne, déjà parce que ça serait beaucoup trop long, et aussi parce que, honnêtement, je pense pas être la mieux placée pour en parler. Pour faire très simple, l'Union européenne, elle est composée de 4 principales institutions décisionnelles. La Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Et c'est ce dernier qui nous intéresse particulièrement parce que ce sont les eurodéputés qui y siègent qu'on va élire en juin 2024. Le Parlement européen, c'est l'organe législatif de l'Union européenne. Il est composé de 705 eurodéputés élus au suffrage universel direct depuis 1979. En gros, il a 3 rôles. D'abord, comme je viens de le dire, il a un rôle législatif. C'est-à-dire que, par exemple, il adopte la législation de l'Union conjointement avec le Conseil de l'Union européenne. Ensuite, il a un rôle de surveillance. Il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l'Union et notamment sur la Commission européenne. C'est aussi lui qui, par exemple, examine les pétitions des citoyennes et qui lance des enquêtes. Enfin, il a un rôle budgétaire. Il établit le budget de l'Union conjointement avec le Conseil de l'Union européenne et approuve le budget à long terme de l'Union européenne. Bref, maintenant que tout ça est dit, quel est le pouvoir des eurodéputés ?
Pour vous expliquer, je vais me baser sur une vidéo YouTube publiée par Le Monde en avril 2019 et intitulée « Députés français ou européens, qui a le plus de pouvoir ?» Premièrement, il faut savoir que le rôle des eurodéputés, il a franchement évolué depuis les années 50. Faisons un rapide point d'histoire. En gros, dans les années 50, l'Assemblée commune de la CECA s'élargit pour englober l'Euratom et la CEE. Cette nouvelle assemblée, appelée Assemblée parlementaire européenne, elle a tenu sa première session en 1958. Et avant d'être élue au suffrage universel direct, les eurodéputés, elles étaient désignés par les parlements nationaux des États membres et effectuaient donc un double mandat. Ce n'est qu'en 1962 que l'Assemblée parlementaire européenne devient Parlement européen. Dans les années 70, les pouvoirs budgétaires du Parlement s'élargissent. Ensuite, dans les années 80, 90, 2000, ce sont ces pouvoirs législatifs et de surveillance qui sont renforcés. Et donc, depuis 1979, les eurodéputés sont élus au suffrage universel direct. Deuxièmement, et je pense que c'est très important, les lois européennes, elles sont supérieures aux lois nationales. C'est le principe de primauté reconnu par les États membres depuis les années 60. Toutefois, ce principe, il ne s'implique que dans les domaines de compétences de l'Union européenne, eux-mêmes inscrits dans les traités européens. Troisièmement, je pense aussi que c'est important de comprendre que l'organisation du Parlement européen, elle n'a pas grand-chose à voir avec notre Assemblée nationale. Arrivés au Parlement européen, les partis, ils n'ont plus vraiment d'importance puisque c'est la logique transpartisane qui est dominante. En effet, il y a 7 groupes au sein du Parlement et c'est ça qui est important. Ces groupes, ils ne sont pas organisés par nationalité, vous vous en doutez, mais plutôt par affinité politique. Un groupe politique, c'est minimum 23 membres qui doivent comprendre des membres représentant au moins un quart des États membres. Toutefois, certains membres, appelés les non-inscrits, n'appartiennent à aucun groupe politique, par exemple les Hongroises du Fidesz. Là, je vous ai donné des explications très rapides, presque superficielles, mais c'est pour vous donner une idée globale du Parlement européen. Parce que j'ai l'impression qu'on connaît assez mal les institutions de l'Union européenne. Et c'est vrai que le Parlement européen, il est vachement moins présent dans le paysage médiatique français que l'Assemblée nationale. Et d'un côté, on peut se dire que la France vient avant l'Europe. Toutefois, comme je viens de le dire, avec le principe de primauté, les lois européennes, elles dominent les lois nationales dans de multiples domaines. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas plus parler de ces institutions, de leur rôle, de leur pouvoir. Après, c'est vrai que le Parlement européen, c'est 705 eurodéputés, dont 79 françaises, qui se retrouvent entre Strasbourg et Bruxelles. Ces 79 eurodéputés françaises, elles représentent 7,8 fois plus de françaises qu'une députée nationale. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment suivre ça ou son eurodéputé, parce qu'elle est censée représenter tellement de citoyennes. Finalement, cette masse d'eurodéputés, qui représente un grand nombre de citoyennes, elle est assez complexe à suivre et à médiatiser. Et ce problème de médiatisation, il se retrouve dans les problèmes de la gauche. On associe assez vite la politique à une personne, et malheureusement, je pense que ça dessert la politique dans son ensemble. On a toujours besoin d'une personnalité soi-disant charismatique ou forte à laquelle on peut se référer. C'est majoritairement dû à notre système présidentiel qui met en avant une candidate, et je vous avoue que ça me dérange pas mal. Parce que cette idée qu'une personne toute seule va représenter des centaines, des milliers ou des millions de personnes, elle me paraît un peu irréalisable. Enfin, c'est pas possible qu'on soit tous et toutes d'accord, et c'est ok. Mais je pense que cette constante mise en avant d'une politicienne, elle cristallise le débat autour de cette personne, plutôt que sur ses idées ou sur les idées de son parti. Exemple classique, celui des Insoumises, qui sont continuellement rattachées à Mélenchon. Et parfois, certaines insoumises elles-mêmes continuent de se rattacher à Mélenchon, comme s'il était un sauveur. Et c'est ce que Christian Lebar, politiste français, explique dans le chapitre 11 de la nouvelle sociologie politique de la France, publiée en 2021 et intitulée « La fabrique des personnalités politiques ». Il écrit notamment que de la 3e à la 5e République, les rôles politiques se solidifient autour de quelques figures connues. Les médias donnent à voir ces rôles institutionnels et contribuent à personnifier les institutions. Pour résumer, la vie politique se médiatise. Il affirme que le champ politique demeurant configuré autour d'institutions fortes et stables, le déclin de légitimité associé à celle-ci incite les politiques à emprunter à d'autres formes de présentation de soi.
Ensuite, il explique quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. C'est ce qu'il appelle le processus de désenrôlement qui caractérise la classe politique française. En effet, il dit que les personnalités politiques font le choix de quitter les grandes formations politiques pour créer leur micro-parti, dissident ou moins collectif, rassemblant un réseau de fidèles. Cette évolution, elle émiette le système partisan et les partis deviennent des entreprises individuelles corrélées à l'ambition de candidater à l'élection présidentielle. J'ai dit plusieurs choses sur la gauche, je pense que j'ai ouvert quelques pistes de réflexion sur le système politique en général et que je vous ai suffisamment expliqué le fonctionnement du Parlement européen pour qu'on termine sur le rôle des élections. Pour lancer cette partie, rien de mieux que de revenir sur un article de revue publié en 2019 dans Recherche internationale intitulé L'Union européenne en 2019, comment en est-elle arrivée là? A-t-elle encore un avenir? Et écrit par Francis Wurst, membre du Parti communiste français et ancien eurodéputé. Pour contextualiser, l'article, il a été publié juste après les dernières élections européennes, c'est-à-dire celles de mai 2019. Ces élections, elles ont mobilisé 50% de l'électorat européen. 6% de plus qu'en 2014 donc. Et ça, franchement, c'est un bon point. Toutefois, 2019, c'est aussi l'année où l'extrême droite européenne a consolidé son ancrage au Parlement, avec 176 eurodéputés. Ces 176 eurodéputés d'extrême droite, plus les 180 de droite, ça fait 357 élus, donc plus d'une députée sur deux, qui mettent la priorité sur la sécurité, le nationalisme et les politiques anti-immigration. En d'autres mots, en 2019, les forces de gauche se sont quantitativement et qualitativement affaiblies. Pour Francis Wurst, c'est le reflet d'une crise existentielle que traverse l'ensemble de l'Union européenne et c'est une menace. Pour lui, cette montée de courants réactionnaires et europhobes, elle est due au contexte d'accumulation de problèmes ni résolus, ni même reconnus. Les sociétés européennes, elles connaissent plus ou moins les mêmes processus. De nouvelles problématiques émergent, les inégalités augmentent, les citoyennes craignent des changements radicaux ou une perte de souveraineté, etc., etc. Et elles se tournent ainsi vers des partis aux solutions plus faciles, pas forcément toujours sensées. De plus, la sortie du Royaume-Uni de l'Union, elle a renforcé ces phénomènes. Il conclut en affirmant qu'il n'y a pas à choisir entre la gauche et l'Europe. Pour lui, il faut permettre aux citoyennes de préciser ce qu'elles attendent de l'Union européenne. Également, il faut préciser ce qu'elles sont prêtes à apporter à cette même union. Donc, avant de commencer ma dernière grande partie sur le danger des extrêmes droites au sein de l'Union européenne, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne? Et surtout, qu'est-ce que vous êtes prête à lui apporter? Je sais pas du tout ce que j'attendrais de l'Union européenne parce qu'en fait, je suis très peu renseignée sur ce sujet. Qu'elle nous protège plus, et dans un sens, elle le fait, je pense surtout juridiquement. Moi, j'aimerais voir une union des travailleurs européens. Et je pense que j'attendrais de l'Union européenne qu'elle soit vraiment auprès de tous et toutes au quotidien. Même si je sais que c'est beaucoup et que c'est très utopiste. Et puis surtout, l'Union européenne ne devrait pas discriminer autant les non-européens. Mais en fait, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir une espèce de régissement et de standard un peu universel, entre guillemets, enfin en tout cas à portée européenne. Moi, j'aimerais que l'Union européenne aille plus loin que ce qu'elle est en fait maintenant. Pour pouvoir régir aussi un peu les gouvernements et pas les laisser faire ce qu'ils vont, genre comme par exemple, ce qu'ils veulent, pardon, comme en Italie où genre c'est la fête de l'extrême droite là-bas, même pareil en France. Dans leur article RN, le cordon sanitaire tient mieux au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, publié sur le site de Mediapart en 2024, Yumni Kezouf, journaliste, et Fabien Escalona, docteur en sciences politiques, expliquent qu'au Parlement européen, l'extrême droite, elle conserve une réputation négative, notamment du fait de ses liens présents ou passés avec l'antisémitisme. Mais alors, pourquoi l'extrême droite française semble-t-elle si engagée dans sa campagne pour les élections européennes? Tout d'abord, les deux auteurs y définissent les militantes européennes d'extrême droite comme issues d'une sélection parmi les élites du parti, et les membres de leur équipe ont pour caractéristique d'appartenir à des catégories sociales élevées, en position dominante dans la société. Il n'est pas anodin que certains aient des noms à particules, voire à plusieurs particules. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que les eurodéputés d'extrême droite, elles ressemblent aux autres eurodéputés et font souvent des carrières longues au sein du Parlement. Aussi, les auteurs, ils affirment que les ressources du Parlement, elles sont très attractives.
Tout d'abord, ressources financières. En effet, le Parlement européen, il permet de stabiliser un personnel partisan avec des salaires attractifs et de recruter des personnes issues de divers milieux militants. Ensuite, possibilité de formation. Et enfin, ressources symboliques. C'est-à-dire que même si les eurodéputés défendent des idées antiparlementaires, elles font partie intégrante d'un système démocratique hautement symbolique. Enfin, le Parlement européen, c'est un outil médiatique. Il permet d'obtenir des images qui sont ensuite réutilisées au niveau national, tout en côtoyant des personnalités politiques de l'extrême droite internationale. Pour l'extrême droite, le Parlement européen, il sert donc finalement de caisse de résonance. Ce qui est dangereux, c'est que le prochain Parlement européen, il pourrait bien être le plus à droite et même à l'extrême droite de l'histoire. Bien que leur rapprochement soit très peu probable, de par leurs racines et caractéristiques différentes, les deux groupes d'extrême droite y représentent une part considérable des eurodéputés. Le premier groupe, conservateur et réformiste européen, regroupe notamment le parti Droit et Justice, les Frères d'Italie et Vox. Ce que ces eurodéputés défendent, c'est en gros le libéralisme économique, le conservatisme sociétal, l'affaiblissement de l'Union européenne et la diminution de l'immigration. Le deuxième groupe, Identité et démocratie, regroupe notamment le RN, l'AFD et le mouvement 5 étoiles. Ces eurodéputés, ils rejettent notamment l'immigration et le multiculturalisme en général, ils sont hostiles à l'islam et ils sont profondément eurosceptiques. Le danger, c'est que certaines eurodéputés d'extrême droite sont non affiliées, comme celles et ceux du Fidesz. Donc la question pour les prochaines élections, c'est où vont aller ces eurodéputés ? Vont-ils rejoindre un groupe ? Et ça, franchement, j'ai pas plus d'infos que vous, seul l'avenir nous le dira. Par contre, en se référant à l'article Européenne, le rapprochement de Marine Le Pen avec Giorgia Meloni se complique, du journaliste Ludovic Lamont, publié en 2024 sur le site de Mediapart, on apprend que le parti Reconquête se rapproche du groupe conservateur et réformiste européen. En effet, c'est l'une des grandes stratégies de Marion Maréchal Le Pen pour la campagne de 2024. Elle souhaite inciter sur l'utilité stratégique d'un vote Reconquête par rapport au vote RN. Cette tactique de différenciation avec le RN, elle s'explique parce que le groupe conservateur et réformiste européen y participe parfois à la construction de majorités sur des textes à l'agenda européen. À la différence du groupe Identité et démocratie, conservateur et réformiste européen, il n'a pas vraiment de cordon sanitaire. Et le 6 février 2024, un premier eurodéputé français entre dans ce groupe et, vous vous en doutez, il est membre du parti Reconquête. Je ne vais pas m'étaler sur le parti Reconquête parce que j'estime que j'ai rien d'autre à ajouter. Son entrée au Parlement européen, elle est assez récente et heureusement, ses membres sont encore franchement minoritaires. Ce que je voulais, en fait, c'est simplement vous partager cette division des extrêmes droites au sein de l'Union européenne et vous montrer comment elle peut être utilisée durant la campagne de 2024. Je vais terminer cette partie sur les dangers de l'extrême droite en parlant précisément du RN, qui compte actuellement 18 membres dans le groupe Identité et démocratie. En effet, le parti fait campagne pour les élections européennes de 2024, en mettant en avant notamment sa proximité supposée avec les classes de la population les plus précaires. Je dis supposée parce que ses membres y votent contre tous les textes de progrès social en termes de revenus, de protection des salariés ou de dialogue en entreprise. C'est ce que dénonce un article de l'Humanité, publié en 2024, écrit par Florent Ledu, journaliste politique, et intitulé « À Bruxelles, le RN de Bardella est du côté des patrons, la preuve par leur vote ». En effet, le journaliste part d'arnaque qui fonctionne. Il rappelle que le pouvoir d'achat, l'eau sociale et la défense travail, c'était des sujets qui étaient au centre de la campagne du RN en 2022 et qui continuent aujourd'hui de porter leurs fruits électoraux. En effet, selon un sondage publié par Ipsos début mars, 43% des employés et 58% des ouvrières s'apprêteraient à voter pour le RN le 9 juin prochain. Pourtant, comme le résume la Confédération européenne des syndicats, les eurodéputés du RN y protègent les patrons et votent contre les travailleuses. L'article annonce ensuite que le RN y vote contre tous les textes permettant de meilleures rémunérations. Je vous préviens, c'est une liste non exhaustive. Le RN refuse par exemple d'introduire une part obligatoire d'employés dans les conseils d'administration. Il vote contre les textes en faveur de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il refuse aussi de renforcer le dialogue social dans les comités d'entreprise, s'opposant à la démocratie au sein des entreprises. Il vote contre l'interdiction au conseil d'administration de saper les négociations collectives sur les salaires.
Ils refusent d'imposer un écart maximal de salaire entre les salariés et leurs patrons. Ils votent aussi contre le principe de responsabilité des entreprises dans les dommages causés à l'environnement. Ils refusent également les plafonds d'aide pour les agriculteurs et ils votent contre l'introduction de revenus minimaux au niveau européen. Pourtant, les études d'impact, elles montrent que l'instauration de salaires minimaux, dont la hauteur en fait elle dépendrait tout de même de chaque État membre, cette instauration elle ferait progresser les salaires de 20% en moyenne pour 25 millions d'Européennes. De plus, cette mesure, elle lutterait contre le dumping social, c'est-à-dire la délocalisation dans le but d'économiser des coûts de production. L'article y cite l'eurodéputée insoumise Marianne Lamesure, qui affirme que même si les textes n'étaient pas parfaits, ils introduisaient au moins l'idée d'une convergence sociale européenne ainsi que l'exigence de vivre dignement partout en Europe. Et en fait, dans ses prises de position, le RN il défend les grandes entreprises. Comme le dit Dominique Bild, eurodéputé du Rassemblement national, alors que nos entreprises ont besoin d'oxygène pour se développer, nous refusons d'ajouter encore davantage de bureaucratie inutile. Obliger les entreprises à organiser des réunions d'information et à monter des comités, mais on marche sur la tête. Finalement, quand on y réfléchit, c'est assez facile de comprendre les prises de position du RN au sein du Parlement européen. Oui, quel est l'intérêt pour un parti qui voit l'Union européenne comme responsable du malheur social des Françaises de faire émerger des progrès sociaux de cette union ? Aucun. Écoute, le vote à l'Union européenne, c'est toujours un vote en vrai, donc ça a des conséquences. Je pense que les élections, je sais pas si elles sont utiles ou pas. Et je préfère voir quelqu'un de gauche au Parlement européen que Jordan Bardella. Donc pour moi, oui, c'est utile de voter. J'ai l'impression que rien ne change, mais d'un côté, comme c'est une échelle plus grosse, plus haute, c'est plus difficile de se rendre compte de ce qui change vraiment. Parce que il faut que l'extrême droite dégage de tous nos espaces politiques. Puis l'extrême droite, elle commence à se faire voir un peu partout en Europe, donc ça ne me surprendrait pas qu'il y ait vraiment beaucoup de partis d'extrême droite qui participent à ces élections. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'Union européenne c'est une belle promesse et je trouve que c'est super de voyager d'un pays à l'autre sans se soucier des papiers et tout, mais je pense qu'elle aurait beaucoup plus à offrir. Après elle essaie de faire du bon travail pour uniformiser les droits, mais je sais pas, moi j'arrive pas à saisir matériellement ce qu'elle apporte. Pour conclure, les élections européennes se dérouleront le 9 juin prochain. Ce que je vous conseille de faire, si vous êtes majeur et que vous souhaitez voter, c'est de vérifier que vous êtes inscrite sur les listes électorales. Vous pouvez le faire assez facilement sur le site du gouvernement, que je vous mettrai dans la description de l'épisode. Ensuite, truc très très basique, mais renseignez-vous. Je vais évidemment pas vous faire une présentation des différentes listes, parce que j'ai mes opinions et que ma présentation serait forcément biaisée, mais je vous invite vraiment à vous renseigner. Informez-vous sur les candidates, sur les têtes de liste. Regardez qui sont ces personnalités, ce qu'elles ont fait dans le passé, ce qu'elles ont défendu. Regardez aussi les programmes. Regardez pour les candidates qui siégeaient déjà au Parlement européen, ce qu'elles y ont fait, ce qu'elles y ont voté, ce qu'elles y ont proposé, etc. Et surtout, ne vous laissez pas avoir par de beaux discours. Renseignez-vous, c'est vraiment super important. Et n'oubliez pas pour qui, ou plutôt pourquoi, vous voulez voter. Aussi, je sais que tout le monde ne va pas aller voter, et ça pour différentes raisons. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que chacune fait ce qu'elle veut. Que je comprends ceux et celles qui affirment que voter, c'est accepter l'ordre établi par la bourgeoisie. Que je comprends celles et ceux qui ne voient aucune candidate acceptable. Que je comprends ceux et celles qui ne veulent pas voter par dépit. Mais je veux quand même vous rappeler que votre vote, il a un impact, même mineur. Que les fachos, elles vont aller voter. Que même si c'est jouer avec les outils de la bourgeoisie, pourquoi pas ? Qu'il y a plein de raisons pour ne pas aller voter, mais qu'il y a aussi plein de raisons d'aller voter. Et que c'est votre choix. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé, merci pour vos témoignages. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. S'il vous a plu, vous pouvez également le partager à votre entourage.
Et puis, pour être au courant de la suite, abonnez-vous. On se dit à très vite, et jusque-là, prenez soin de vous. Bisous!